Rebonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais vous parler du site des Castédes qui est étudié maintenant depuis 2014. C'est un travail effectivement collectif avec de nombreux collaborateurs. Alors le site des Castédes, il se trouve dans la vallée de la Gravonne, qui est une vallée transversale qui permet de relier le sud de la Corse à la Haute-Corse, avec notamment ici, vous voyez le golfe d'Ajaccio, très bien marqué, et puis une vallée assez profonde qui est délimitée par des massifs assez prononcés qui s'échelonnent entre 200 à plus de 2000 mètres d'altitude. Et le site d'Icasté se trouve dans cet environnement à la charnière entre la moyenne et la haute vallée. Plusieurs établissements contemporains se trouvent dans cet environnement topographique très accidenté. Et en fait, plusieurs établissements ont été repérés. Donc il y a une dizaine d'entités sur une vingtaine de kilomètres carrés qui ont été soit fouillées, soit inventoriées par le biais de prospection. Et nous allons voir que l'ensemble de ces éléments, de ces sites, occupent une position très avantageuse sur le territoire, en position dominante. Et tous ces sites sont unifiés par des éléments récurrents, à savoir des murs réalisés en gros blocs cyclopéens et également plusieurs terrasses qui sont murées. Alors le site d'Icasté donc se trouve ici, en position un petit peu de verrou entre cette moyenne et haute vallée de la Gravonne. Un autre site est en cours qui s'est terminé cette année, qui a été étudié de 2007 à 2020, au Monte Diator, sur la commune de Cutoli. Et deux autres sites qui ont été fouillés dans les années 1980, Igrutedi et Capuret, fouillés par Daniel Polacz, et les autres entités qui correspondent en fait à des observations de surface. Donc le site d'Icasté a un double intérêt archéologique. Tout d'abord une statue-menhir dont on parlera cet après-midi dans plusieurs communications, qui se trouve aujourd'hui dans un emplacement à mi-pente, mais qui se trouvait initialement sur ce petit col, le col de Taliavar, qui constitue une véritable voie de passage dans cette vallée, vers les collines de l'intérieur de la vallée. Et puis le site perché, le site en lui-même, qui a livré différentes structures archéologiques. Donc en fait, c'est cette partie-là qui a été sur laquelle on travaille, sachant que la zone de la statue-menhir avait été sondée par Roger Grosjean en 1961. Alors voilà un petit peu quelques points de vue de ce site. Donc on reconnaît très bien la caractéristique qu'on a déjà pu voir entre les communications qui viennent d'être présentées. Un site sur éperon avec une position parfaitement dominante sur le paysage, une topographie accidentée, naturellement défensive ici en l'occurrence vers le nord, avec un système de falaises. Et puis vous voyez une vue particulièrement intéressante sur cette vallée qui débouche sur le golfe d'Ajaccio, ici vers l'ouest. La caractéristique de ce site, notamment, est la présence de nombreux murs, avec un appareillage dit cyclopéen, avec des blocs, vous voyez, assez imposants, qui peuvent mesurer de 60 cm à plus d'1 mètre de côté, et qui viennent ceinturer parfaitement cet éperon, dont vous avez ici le plan topographique avec plusieurs fragments de ces murs qui, si on les relie, constituent une véritable fermeture de cet emplacement. Alors au niveau de la superficie, on peut estimer environ un demi-hectare, sans intégrer l'emplacement de la statue-menhir. Donc en fait, on peut facilement arriver à une superficie globale qui approche l'hectare. Alors le site d'Icasté, notamment sur le secteur 3, a livré une stratigraphie très compressée, puisqu'en fait, sur 1 mètre d'épaisseur, nous avons 1500 ans d'occupation. Donc une stratigraphie qui n'a pas été qui nous a mis à rude épreuve au niveau de sa lecture,
mais malgré tout avec des éléments, notamment au niveau des habitats, au niveau des structures domestiques, qui nous permettent d'avoir quand même de très très bons repères. Et si on regarde donc la phase chronologique, voilà, on se rend compte qu'on a une séquence de datation radiocarbone qui nous permet de comprendre qu'on a une véritable occupation continue pendant 1500 ans du bronze moyen jusqu'au deuxième âge du fer, puis une réoccupation au Moyen-Âge. Alors ici, la série de datations qui nous montre qu'au bronze moyen, on a une occupation qui s'échelonne à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIIIe, puis une occupation jusqu'au Xe siècle. Donc c'est véritablement ces occupations-là qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de notre colloque. Alors, avant de parler des éléments qui rapprochent, en fait, plus particulièrement de ces fortifications dont on parlera tout à l'heure, je voulais vraiment faire un tout petit focus sur ce qu'on trouve par rapport à ces organisations de l'âge du bronze. Alors, l'âge du bronze moyen, en fait, on a une petite maison circulaire qui est matérialisée ici, soit par des creusements de trous de poteaux, soit par des calages de trous de poteaux, une petite maison d'environ 12 mètres carrés, qui se matérialise notamment ici par cette structure ici en verre, un secteur qui nous a toujours posé problème à la fouille, avec un sédiment un peu difficile à comprendre. Et en fait, en arrivant à la base du substrat, on s'est rendu compte qu'on avait toute une série d'enlèvements et d'encoches qui peut se rapporter très facilement, enfin, très logiquement, on va dire, à l'emplacement de poteaux pour la construction d'une palissade. Cette palissade permet en fait de détourner notamment les eaux de pluie, parce qu'en fait ici on a un substrat rocheux qui est très incliné, et bon, pour l'avoir vécu en campagne de fouille, lorsqu'il commence à pleuvoir, toute la zone peut être facilement inondée. Donc cette palissade en fait avait pour objet donc notamment de détourner les eaux de pluie, mais est un véritable aménagement propre au site. Et puis au sein de cette maison, eh bien, une seule foyer où il a été retrouvé plusieurs empreintes de végétaux et notamment aussi de cotylédons de gland, sol d'argile, sol foyer intégré dans un cercle de pierre, associé bien on en parlera tout à l'heure, des macro-restes végétaux et des esquilles phoniques d'ovins caprins. Cette sole foyer, elle a été reprise puisqu'elle a vraisemblablement eu une durée de vie assez longue et elle pouvait atteindre une envergure d'environ 1 mètre de diamètre, ce qui est tout à fait cohérent avec les autres sols foyères que l'on peut connaître sur le territoire. Si on poursuit un petit peu dans le temps, toujours pour rebondir sur ces activités domestiques, on se rend compte qu'au bronze final, eh bien, cette sole foyer a été mise un peu à mal par l'aménagement de trous de piquets. Et également, on voit ici, sur ce sol du bronze final, la conservation d'un vase effondré sur place. Toujours par rapport à ces activités domestiques, il s'avère que ces maisons sont des maisons qui ont été brûlées, qui ont été incendiées, et ça a permis la conservation d'importants macro-restes et de nous renseigner donc sur l'alimentation. Et on voit dans ces diagrammes qui sont en cours de réactualisation dans le cadre d'un Master 2 qui est en cours par Thomas Kameni au CEPAM, on a vraiment une véritable diversité tant au niveau des céréales, des légumineuses ainsi que des fruitiers. Donc tout ceci pour vous dire qu'on a une véritable activité quotidienne, domestique au sein de ce site. Alors, passé cette présentation, je voulais vraiment faire un constat de ce qu'on voit sur ce site et de ce qu'on ne voit pas. Alors on voit effectivement au moins une unité d'habitation. Pour l'instant, il y a une seule terrasse qui a livré des vestiges de maisons de l'âge du bronze. La prochaine triennale qui devrait se faire à partir de l'année prochaine permettra peut-être de voir si d'autres terrasses ont été occupées à ce moment-là, les autres étant occupées au deuxième âge du fer. On voit qu'il y a toute une série d'activités domestiques et des murs. Alors on peut les appeler de fortification. En tout cas, est-ce qu'on n'est pas en présence de murs de délimitation? Donc c'est en fait l'objet de cette communication, c'est de se poser des questions sur ces murs véritablement.
Et ce qu'on ne voit pas, c'est véritablement des marqueurs de fortification justement très forts, notamment l'absence de tore. On n'est pas en présence d'un castel, au sens où on l'a vu tout à l'heure, ce que nous a présenté Kevin. On n'est pas dans un site comme Kukuruz ou comme Arad, on est vraiment dans un site purement fortifié, puisqu'en fait on ne peut pas parler d'enceinte à proprement parler à Ikastedi, puisqu'en fait nous avons des blocs qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Alors les questions que moi je voudrais soulever dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, une question autour du rôle de ces murs. Est-ce qu'on est véritablement au sein d'une protection? Et dans ce cas-là, on peut se demander quelle est l'efficacité de ces murs. Alors on a un problème de conservation. Oui, effectivement, ces murs ont un petit peu souffert. Mais aujourd'hui, ces murs, on peut, même s'ils font 1,50 m, 1,50 m de hauteur, en l'occurrence sur ce site, on peut facilement les dépasser, les escalader. Par contre, ce qu'on voit très nettement, c'est que ces murs sont en lien avec des aménagements très forts de l'éperon, avec à chaque fois des terrasses qui sont autant d'emplacements potentiels d'installation d'habitation. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser comme question tout simplement, est-ce que ces murs, au-delà de ce rôle peut-être de fortification, ne sont pas une limite matérialisée de l'habitat, avec aussi un rôle ostentatoire de ces chefs de communauté, de ces élites, qui nous renvoient effectivement à une complexité sociale très forte, avec une organisation sociétale assez forte. Alors, pour rebondir, donc pour finir cette réflexion, j'aimerais bien voir en fait dans ces murs peut-être une représentation au-delà de la fortification, mais avant tout de la puissance et du pouvoir de ces communautés, et peut-être presque une notion de découragement en cas de passage de communautés voisines par rapport à l'immensité de ces blocs et de ces murs, et nous montre en fait toute la puissance en fait de ces chefs, de cette communauté élitaire, et qui sont vraiment des marqueurs physiques dans cet espace géographique pour la délimitation d'un territoire. Alors pour abonder dans ce sens, je voudrais vous présenter les travaux de Monte di Atora, qui se trouve à une douzaine de kilomètres en aval, dans la vallée, qui en fait présente la même organisation, avec, vous voyez, un site qui est très nettement perché, avec un point d'observation parfaitement remarquable. Voilà, un site qui se démarque dans le paysage. Et puis ici, l'organisation de cet éperon, avec autant de murs que vous avez ici colorés en gris, qui nous montrent qu'on a un rythme très régulier dans l'organisation de cet éperon. Et si on regarde plus précisément la conservation de ces murs, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois, on a des murs qui débouchent sur une terrasse. Et c'est véritablement récurrent, comme à Ikastedi. Et en fait, regardez là, par exemple, ce mur qui impose, je dirais, dans le paysage, avec la taille, le positionnement, mais ça reflète davantage, je dirais, un côté ostentatoire, plus que de protection. Et notamment, cette vue ici est assez intéressante, puisque nous avions fait un sondage juste au-dessus de ce mur, donc sur la première terrasse. Et en fait, passer 20 cm de remplissage où on avait toute une accumulation de mobilier, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a que du blocage et qu'il y a véritablement une volonté de terrasser cet éperon pour l'organiser et puis pour s'adonner aux activités quotidiennes ou à implanter des maisons. Donc c'est vraiment une question que je voudrais soulever, puisque on n'est pas dans un mur indépendant, on n'a pas de double parement, on est vraiment dans des murs qui viennent soutenir une des terrasses. Sur ce site, d'ailleurs, voilà, une autre occupation à l'âge du bronze récent. On retrouve les mêmes caractéristiques qu'à Ikastedi, une petite habitation circulaire sur trou de poteau, en matériaux périssables, sur une petite terrasse, elle-même délimitée par une rangée de blocs ici vers le nord-ouest. Si on regarde les autres établissements de la vallée de la Gravonne, eh bien ici quelques vues de quelques-uns de ces sites
à chaque fois des sites en position dominante, perchés, avec un point d'observation vraiment remarquable. Et puis, vous remarquerez à chaque fois ces murs constitués de ces gros blocs cyclopéens qui, eux-mêmes, renvoient à des terrasses d'aménagement. En tout cas, dans la vallée de la Gravonne, nous ne sommes pas en présence de Casté. Juste peut-être, effectivement, à Mourtet, l'effondrement d'une tour qui est vraiment en bas de la vallée. Sinon, dans la moyenne et la haute vallée, pour l'instant, aucune structure turiforme, aucun castille. Donc on a vraiment l'impression que ces murs participent à l'aménagement et à l'organisation de ces petits regroupements d'habitats. Donc pour terminer, ce qui est intéressant de révéler, c'est de voir que Icastede, qui se trouve à l'entrée de cette haute vallée, en fait, marque une covisibilité avec certains de ces sites, notamment Igrutede, et qu'en fait, nous sommes dans une succession d'impacts visuels qui permet peut-être de penser que nous sommes en présence de sites qui ont de l'importance dans ce paysage, qui marquent véritablement une structuration à travers un territoire, avec peut-être un système de réseau de sites, en tout cas un maillage qui est en réflexion, avec des sites, malheureusement, on ne peut pas très bien ceux qui n'ont pas été fouillés, bien évidemment, on n'a pas un contexte chronologique très sûr. En tout cas, on est en présence aussi bien à Montediator qu'à Icastede sur des systèmes de construction qui sont identiques, des systèmes d'implantation qui sont identiques, et vraisemblablement une contemporanéité sur l'ensemble de ces établissements. Alors, peut-être aussi qu'Icastede constitue un rôle important, peut-être un site principal, en sachant que la statue menhir, on en reparlera cet après-midi, est vraiment à quelques centaines de mètres, sur une voie de passage, ce qui constitue aussi vraisemblablement, qui renchérit en fait ce statut important d'Icastede à proximité donc de cette voie de passage. Toute l'équipe vous remercie.